Sylvie Simon, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, je suis ravie d'être avec vous. C'est gentil. Alors nous allons parler ensemble de Jacqueline Bousquet qui vient de nous quitter, hélas. C'est une biologiste, hein. C'est une biologiste, on va en parler. Elle était doctoresse sciences. Alors, vous qui l'avez... Elle faisait partie du CNRS. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas entendu les précédentes émissions, pouvez-vous nous parler de Jacqueline Bousquet et de ses recherches et de ce qu'elle était justement? Eh bien, justement, Jacqueline Bousquet est une dissidente du CNRS, c'est-à-dire que c'est une femme qui très vite a pris conscience des véritables dimensions de l'homme et qui a refusé de travailler uniquement sur le côté matière, sans se poser des questions qui n'ont pas de rapport. C'est vrai, des questions qui sont hors biologie, si vous voulez, qui vont beaucoup plus loin. Et comme elle s'est posé beaucoup de questions, elle s'est fait énormément d'ennemis au cœur de la nomenclature actuelle du CNRS et de tous ces gens-là, en pensant autrement. Elle a commencé à penser différemment des autres. Et en parlant différemment des autres, en pensant différemment que du consensus, il est évident qu'on se met à dos beaucoup de gens. On le voit en ce moment avec tous les problèmes qu'il y a, avec les OGM, avec Serralini, avec les médicaments, il y a toujours un consensus qui vous dit vous n'avez pas le droit de dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. Or elle, il suffisait de lui dire vous n'avez pas le droit de le faire pour qu'elle le fasse. C'est pour ça qu'on s'est si bien entendu, parce qu'on avait la même mentalité. Alors comment s'est-elle inspirée justement pour commencer ses recherches? Vous savez, elle a travaillé avec quand même de très grands biologistes et des grands penseurs, et elle a évidemment tiré un enseignement. Au lieu de dire il se trompe, elle a commencé à étudier tout ça avec ces gens-là. Elle a travaillé avec Émile Pinel pendant des années, et elle connaît évidemment très bien toutes ces questions-là. Mais elle a agrandi le débat, c'est-à-dire qu'elle, pour elle en avait assez de regarder dans des petites éprouvettes ce qui se passait. Elle a regardé la vie, le cosmos, toutes ces choses-là, avec vraiment un œil global, si vous voulez, un œil total, au lieu de regarder par le petit trou de la lorgnette. Alors Sylvie Simon, qui était Émile Pinel? Émile Pinel était un mathématicien qui a beaucoup travaillé sur des champs de conscience qui sont... c'est long à expliquer. Ce sont si vous voulez, sur les champs de la pensée. Il a beaucoup travaillé sur la biologie, justement. Et elle s'est inspirée de lui, et puis elle a travaillé surtout elle-même, hein. Elle avait des idées totalement personnelles. Mais si vous voulez, ce sont tous ces grands penseurs, Jean Charron, Pinel, bien d'autres, qui ont commencé à la faire se poser des questions. Au lieu d'avaler tout ce qu'on lui avait appris à l'école, dans les écoles de biologie évidemment, elle s'est dit il faut quand même que je vois où ça va. Alors elle a étudié les théories de Béchamp, de Tissot, et tous ces gens-là estiment qu'ils auraient dû occuper la place de Pasteur. À ce moment-là, le monde ne serait pas à l'agonie, la sécurité sociale en faillite, la santé de nos concitoyens bien compromise, vous voyez, c'est ce qu'elle disait toujours. Alors, quand elle était au CNRS, justement, quand elle a entamé toutes ses recherches, comment a-t-elle été perçue par certains chercheurs? Eh bien, elle a été perçue. Il y a eu certains chercheurs qui l'ont suivie, évidemment, au contraire, elle avait beaucoup d'admirateurs, mais elle a été aussi perçue comme une épine dans le pied de la science officielle, si vous voulez. Elle s'est occupée tellement des sciences du vivant qu'elle s'est pas occupée de la science matérialiste que nous vivons, qui nous gère actuellement. Alors on en est arrivé aujourd'hui à dire, certains chercheurs disent que la matière n'existe pas. Exactement, mais ça ce sont les physiciens qui disent ça. C'est pour ça qu'en tant que biologiste, si vous voulez, elle s'est beaucoup tournée vers la physique. Pour elle, c'était très important, et le côté de la physique l'a beaucoup intéressée. Elle s'est occupée aussi, elle s'est beaucoup occupée des champs informationnels, vous voyez. Ah oui. C'était pas dans le programme de la biologie, évidemment. Qu'est-ce que les champs informationnels? C'est-à-dire le côté holographique du monde, vous voyez. Alors c'est une vision holistique, c'est pour ça que c'était important. Pour elle, elle avait une vision holistique du monde. Et il n'y a pas beaucoup de scientifiques capables d'une telle mutation du jour au lendemain. Alors c'est justement ces mêmes physiciens qui disent en ce moment que la matière n'existe pas, que tout est énergie, onde. Ah oui, mais ça c'est certain. On sait bien, à la lumière de la physique, tout ce qu'on appelle la matière inerte n'a plus de sens. Et la biosphère elle-même apparaît comme une entité qui contrôlerait l'environnement physico-chimique, vous voyez.
Donc la notion de nature vivante était très importante pour elle, mais elle bouleversait en même temps des idées bien enracinées. Alors vous avez coécrit Le Réveil de la conscience, qui est paru aux éditions Guy Trédaniel il y a quelque temps. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire toutes les deux cet ouvrage? Eh bien parce que moi je connaissais bien Jacqueline qui était une amie, et je trouvais qu'elle disait des choses certes extrêmement intéressantes, mais si vous voulez un petit peu difficile à comprendre pour le commun des mortels, qui ne sait même pas la différence qui existe entre un microbe par exemple et un virus, vous voyez. Donc je lui ai dit, il faudrait quand même que tu rendes tes propos plus compréhensibles pour le grand public qui n'a aucune notion ni de physique, ni de biologie, ni de quoi que ce soit. Ah, il m'a dit, mais écoute, moi j'ai pas envie de le faire, tu n'as qu'à le faire à ma place. Alors je n'ai évidemment pas voulu prendre sa place parce que j'ai horreur de faire ce genre de choses. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas à deux? Et donc elle m'a envoyé toutes les informations et je les ai traitées et rendues plus accessibles au grand public en y mettant mon petit grain de sable, évidemment. Alors quelle est la trame centrale de cet ouvrage? Oh, alors là, ça va très très loin, parce que nous avons eu, on a, si vous voulez, c'était très large comme vue. Nous avons abordé des quantités de sujets, ce qui était très important, c'est-à-dire aussi bien la maladie. D'abord, on a parlé de la science et la conscience, les différences entre la science qui n'a plus de conscience. On a beaucoup parlé de maladie, évidemment. Avec, quand on sait qu'on va être malade, évidemment on tombe malade, la force de la pensée sur l'état de santé des gens. On a parlé des travaux du cancer beaucoup. On a parlé de la nourriture qui était très importante pour elle. C'était une femme qui était évidemment végétarienne et qui respectait ce qu'elle mangeait, qui estimait que croquer un aliment, c'était avaler de l'information. Donc c'était plus que des... Vous savez, on nous parle toujours de protéines, de vitamines, de toutes ces choses-là. Pour elle, la nourriture, c'est l'information. Alors elle rejoignait un petit peu ce que disait justement, c'était Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Alors ça, pour elle, c'était très important, alors que les médicaments chimiques ne l'intéressaient absolument pas. Alors elle a beaucoup parlé aussi des animaux, elle s'est beaucoup intéressée aux animaux, elle était contre l'expérimentation animale, évidemment. Elle s'est occupée, elle a travaillé sur les légumes et les OGM et les incidences des OGM dans la culture. Elle s'intéressait énormément à l'exploitation des animaux, parce qu'on les exploite à tout point de vue, aussi bien en nourriture. Alors justement, elle expliquait, mais de façon extrêmement, pas toujours simple, enfin elle expliquait de façon très scientifique, pourquoi quand vous avalez un animal qui en plus a souffert, non seulement vous mangez les cochonneries qu'on a pu faire avaler à l'animal, mais vous intégrez en même temps la colère de l'animal, la souffrance de l'animal, et vous vous nourrissez de l'information de l'animal, vous voyez, ce qui est très important. Elle s'est aussi beaucoup intéressée au phénomène de la mort, ça c'était très important pour elle, et d'une nouvelle vision du monde. Elle avait une vision du monde qui était totalement globale, holistique, et qu'il fallait changer. Elle estimait qu'on ne pouvait pas continuer, et ça tout le monde est d'accord avec elle, on ne peut pas continuer dans la civilisation et la façon de penser que nous pratiquons encore, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'elle disait sur le phénomène de la mort, justement? Pour elle, la mort n'existait pas. Pour elle, on passait dans une autre dimension. Et du reste, souvent, elle était tellement écœurée par l'attitude de ses collègues qu'elle me disait, moi, je demande mon passeport pour l'au-delà parce que vraiment, les hommes me dégoûtent. Mes terres et l'humanité actuelle est tellement pas belle que vraiment, j'ai honte. Elle n'avait pas du tout peur de la mort, hein. Quand elle est partie justement, c'est ce que j'ai dit, elle est partie dans une détente complète en disant qu'elle allait enfin être libérée, vous voyez. Pour elle, la vie était un carcan. Alors qu'est-ce qu'elle disait justement des expérienceurs qui vivent des NDE? Ah ben ça, elle estimait que les NDE étaient une chose qui existait évidemment, elle n'a jamais nié ces choses-là. Pour elle, c'était évident, elle n'avait pas besoin d'avoir des preuves, vous voyez. Donc elle savait très bien que quand on passait de l'autre côté, on était encore en rapport avec notre monde et avec que la mort n'existe pas. Pour elle, ça c'était évident. C'était pas la fin de la vie, c'était une nouvelle vie ailleurs, et on s'incarnait sur la terre pour avoir des expériences, pour évoluer. Elle croyait à la réincarnation, elle croyait à toutes ces choses-là. Enfin, elle croyait. C'était pas le domaine de la foi chez elle. C'était vraiment la science qui lui avait prouvé que toutes ces choses-là n'étaient pas du tout de la fabulation. D'ailleurs, la réincarnation nous renvoie aux recherches du professeur Stevenson. Oui, exactement. Mais si
vous voulez, Stevenson s'en est occupé sur le plan matériel, et c'est bien parce qu'il a prouvé des quantités de choses par ses expériences, mais elle n'avait pas besoin de ça. Pour elle, c'était une évidence, vous voyez. Elle était totalement d'accord avec lui, évidemment, mais elle n'a pas travaillé dans le même sens. Elle travaillait, elle, plutôt dans la spiritualité que dans la matérialité. Oui, justement, elle prouvait par la Kabbale aussi, et les mathématiques. Oui, à la Kabbale, oui, c'est vrai. Mais ça, c'était plutôt à la fin de sa vie. Au début, elle ne s'était pas intéressée d'une façon particulière, quoi. Après, elle a beaucoup axé ses travaux là-dessus, mais son principal souci, c'était justement ce côté holistique, le côté, vous savez, elle disait toujours, elle était totalement dans la physique quantique à ce point de vue-là, parce qu'elle vous disait toujours, tout ce que vous faites, vous le faites à vous le faites aux autres, et ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous. Elle pensait que nous sommes un tout, et que, justement, comment dirais-je, elle était totalement dans cette sorte d'idée, et elle pensait que de toute façon, toute action a une réaction. Donc automatiquement, quoi que vous fassiez, vous aviez après la réaction de vos actions. Donc ce qui est exactement en rapport avec le karma des bouddhistes, etc., etc. Alors elle disait également que la maladie n'était pas dans le corps physique. Non, pour elle, la maladie était une chose qui arrivait bien avant que la maladie ne se manifeste dans le corps. Elle se manifestait dans l'esprit, dans l'âme, dans la personne, dans notre autre moi, si vous voulez, qui n'était pas un moi physique. Donc ça nous renvoie au champ unitaire ultime. Oui, tout à fait. Voilà, donc qu'on appelle Dieu finalement. Oui, absolument. Alors pour elle, elle appelait ça le champ unifié de conscience, le champ ultime. En parlant de champ, c'est H-A-M-P, évidemment. Oui, bien sûr. Et elle disait qu'il y avait 3 champs, H1, H2, H3. Oui, exactement. Il était totalement en rapport avec toutes nos... je trouve que c'était un précurseur dans le sens de la physique. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à la physique quantique, mais elle était totalement dans les travaux de la physique quantique. Et alors, justement, si vous voulez, Pinel avait justement travaillé sur la relativité en biologie, justement. Oui. Donc, elle a continué pour elle, et puis alors la cellule vivante, pour elle, était une chose importante. Donc, si vous voulez, elle a travaillé avec tous ces gens-là, ou sur leurs travaux, parce qu'elle les a pas tous connus personnellement, genre Tissot et autres, ou Béchamp, qui était évidemment mort bien avant elle. Mais elle a quand même terriblement été influencée par ces gens-là au départ. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les travaux de Guillet, les travaux de Tutelle, les travaux de tous ces gens-là. Elle était dans la théorie de Béchamp, c'est-à-dire que les microbes, ça la faisait rire. Pour elle, un microbe n'était qu'une manifestation d'un mal-être ou d'une pathologie, mais c'était pas le microbe qui donnait la pathologie, c'était la pathologie qui engendrait le microbe. Donc elle rejoignait en somme, si vous voulez, les théories de certains chercheurs qui vous ont toujours dit, qui ont toujours pensé que les microbes n'étaient pas en nous, et que les microbes n'étaient rien, et que le terrain était tout. C'est ce qui a fait la réputation de médecins de hors pair. Quand on les cite, on cite leurs travaux, mais on ne cite pas cette pensée-là qui était tellement importante, c'est-à-dire que c'était le terrain qui comptait avant tout. Qui était Béchamp? Vous m'avez cité Béchamp. Alors Béchamp était un chercheur, c'était un médecin, et il était docteur en médecine, docteur en sciences, il était diplômé aussi en pharmacie, donc il connaissait énormément de choses, et c'est lui qui a écrit justement un livre sur les microzymas. Oui. Alors, il avait fait des expériences très importantes sur toutes les cellules animales ou végétales, et il pensait que toutes ces cellules étaient constituées de petites particules qui étaient capables, sous certaines conditions, d'évoluer pour former des bactéries. Mais pour lui, c'était pas la bactérie, c'était ces cellules qui formaient des bactéries. Il appelait ces bactéries, ces petits éléments, des microzymas. Alors à l'époque, toutes ces thèses étaient minoritaires parmi les scientifiques, évidemment, mais il avait beaucoup de gens qui étaient totalement d'accord avec lui, genre justement le professeur Tissot, ou des gens comme ça. Alors il était contemporain de Pasteur, Béchamp, et il accuse Pasteur d'avoir repris ses propres théories en dénaturant leur sens, mais ça, on peut le reprocher à Pasteur, tout le monde sait qu'il a toujours copié les autres, et il s'est approprié leurs découvertes. Et il a orienté la médecine dans une forme d'impasse en ce moment. Il y a le professeur Jean Bernard qui disait justement est-ce que
que les ennuis que nous avons en médecine maintenant ne viennent pas du fait qu'on a accordé beaucoup trop d'importance aux théories pasteuriennes. Et il disait, est-ce que les microbes, justement, ne sont pas en nous et ne font pas partie de nous, au lieu de devenir comme des agresseurs de l'extérieur. Alors, il était le précurseur, en somme, de Pasteur, mais comme le volé, le précurseur de la fortune du voleur. C'est-à-dire que, vraiment, quand on a fait l'apologie, évidemment, de Pasteur, parce que Béchamp était un homme, comme tous les grands, il était d'une grande modestie. Alors que Pasteur était vraiment la star, il a tout fait pour qu'on parle de lui, il a toujours essayé d'écraser les gens pour arriver aux honneurs, etc., etc. Si vous voulez, comme il y en a un qui ne parlait pas de lui et que l'autre en parlait tout le temps, tout le monde a adopté les théories de Pasteur. Et ça, justement, dans tous mes livres, moi j'ai dénoncé tout ce qu'on prête à Pasteur, y compris des vaccins qu'il n'a fait que superviser après. Et au départ, il a eu beaucoup, quand même des ennemis qui étaient des gens très, très respectables. C'était pas des fous qui l'ont critiqué. C'était vraiment des gens, qui avaient réfléchi. Bon, il avait été diplômé comme Pasteur n'a jamais eu, mais il a été complètement oublié. Et le problème, c'est que maintenant, on ne sait même pas qui il est. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Moi, j'ai connu des gens qui étaient au CNRS qui m'ont dit Béchamp, mais je ne connais pas. En effet. Alors qu'il est connu ailleurs. Hein. Il y a eu des livres américains remarquables qui ont été écrits sur lui. Tous ses travaux ont été repris, ont été encensés par des quantités de gens, mais le système actuel n'a pas voulu parler de lui. Alors il s'était occupé aussi des maladies de vers à soie. Vous savez qu'on a beaucoup attribué tous ses travaux sur les vers à soie à Pasteur, mais Pasteur n'a fait que copier Béchamp. C'était un homme assez remarquable, hein, parce qu'il disait toujours, puisque la maladie est parasitaire, d'où vient le parasite? Oui. Quel est le siège initial du parasite? Quelle est la nature? Enfin, vous voyez, il a étudié toutes ces choses-là. Oui. Alors évidemment, Jacqueline Bousquet a repris toutes ces théories en trouvant que c'était remarquable. Et quand on connaît bien les travaux de Béchamp, c'est clair comme de l'eau de roche. On se dit, mais comment a-t-on pu se tromper ainsi? J'ai entendu dire Jacqueline Bousquet, lors d'une conférence, elle disait que ce monde physique n'existait pas en tant que tel, que nous étions dans un concept et que nous le rêvions, que c'était plutôt un cauchemar. Oui, ça c'était son grand... Oui, mais vous savez, c'était la caverne de Platon. Hein. Oui. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Oui. C'est ça, parce qu'en vérité, il faudrait quand même qu'on ait la modestie. Vous savez, on vous dit maintenant qu'on a tout compris. Monod avait écrit un livre qui s'appelait « L'homme a tout compris de l'univers ». Il y a quelques ans, né dans le hasard et la nécessité, il affirmait que le hasard seul est à l'origine de toute création. Le hasard, ça veut rien dire. Voilà. Et alors, il avait dit de reste à l'époque que l'univers était immobile et muet, et en aucun cas il ne pourrait être révisé. Mais comme le disait Voltaire, le hasard est le synonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Oui, exactement. Et toutes les découvertes de la science nous permettent de penser que le hasard a été fabriqué par des réductionnistes dans les laboratoires. Tout à fait. Le hasard, ça veut rien dire. Mais oui, et justement, et alors Monod, je me souviens quand il disait l'univers immobile et muet, il y avait Hubéris qui avait répondu, ce n'est pas l'univers qui est immobile et muet, c'est l'homme qui est sourd d'oreille. Ça c'est sûr. C'était une très bonne réponse. Tout à fait. Et donc, finalement, avec cette théorie, je dirais plutôt cette compréhension des choses, ça nous renvoie au monde de l'esprit créateur. Oui, c'est ça, exactement. Alors pour elle, évidemment, l'univers n'était pas né du hasard, elle pense qu'il y a forcément un créateur, etc. Elle a beaucoup travaillé là-dessus, seulement évidemment, elle avait la modestie, comme tous les grands penseurs, de se dire, nous savons pas tout, il y a que Monod il y en a eu plein qui disaient, on sait tout de l'univers, pas du tout, on ne sait rien de l'univers, et il faut nous dire une fois pour toutes, que notre cerveau n'a pas la capacité de saisir ces choses-là. C'est un petit peu comme quand vous avez une émission de télévision ou je sais pas quoi, et que vous n'êtes pas capable de comprendre ces choses-là et vous n'avez pas la possibilité, il faut se dire que l'homme n'a pas la possibilité de comprendre certaines choses qui sont très très au-dessus de ses conceptions. On ne peut pas concevoir certaines choses, donc on ne peut pas les imaginer, on ne peut pas les exprimer. Donc il faut nous dire, soyons modestes et disons-nous qu'il y a des choses qu'on ne saura pas tant qu'on sera uniquement des êtres humains classiques sur la Terre en train de faire des expériences. Il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de conscience délocalisée maintenant, c'est assez courant. Oui, mais ça oui, mais tous ces chercheurs-là, ils cherchent toujours le côté matériel des choses. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Simon,
Alors au niveau des preuves, on a quand même dans le domaine des NDE, le cas Pamela Reynolds dont on parle très très souvent ici à la radio, notamment avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier et d'autres. Là on a quand même la preuve que la conscience est bien délocalisée. Mais évidemment, quand on vous dit que la conscience elle est dans le cerveau, c'est exactement comme si on disait que la connaissance elle est dans l'ordinateur. Tout à fait. C'est un réservoir. Le cerveau n'est qu'un comment dirais-je, un transmetteur dans lequel on met ces données-là. Mais c'est pas le cerveau qui imagine. La conscience, elle n'est pas limitée au cerveau, elle est partout, la conscience. Elle est aussi bien dans un légume que dans une fleur, que dans un animal. Et puis on voit maintenant les animaux par rapport à la tenue des autres, des hommes, on se demande si l'animal n'est pas plus évolué que l'homme. Hein. Ah, c'est à se le demander. Oui, on peut se le demander. On peut se le demander, parce que quand j'entends dire que les animaux ne pensent pas, on dit moins maintenant, mais fut une époque on disait que les animaux c'était des machines, hein, en quelque sorte, qu'ils ne pensaient pas, qu'ils ne savaient rien. Si on a un animal chez soi, on s'aperçoit bien que l'animal est rempli de compréhension. Exactement. Et souvent, quand on dit qu'un homme est bête, eh bien c'est une insulte pour les animaux. Parce que les animaux ne sont pas bêtes, eux. Non, pas du tout. Ils pensent au maximum de leur connaissance. En tout cas, ils sont dans l'amour, alors que les hommes sont tellement dans le moi-je, qu'ils sont prêts à écraser l'humanité pour ça. Et ça, justement, Jacqueline ne supportait pas ces choses-là. Je la comprends très bien, évidemment. Si vous voulez, son livre, le livre qu'on a écrit ensemble, est un livre qui était à la portée de tous, justement, pour essayer d'expliquer tout ce qu'elle a expliqué merveilleusement bien, mais pas toujours à la portée des gens qui n'ont aucune notion de ces choses-là, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, c'est pour mettre tout ça à la portée du commun des mortels, à dire aux gens, si vous êtes malade, vous avez quand même une responsabilité, arrêtez de dire que c'est la faute que je fais au bon Dieu pour mériter ça. Ah bah écoutez, non, ce sont des raisonnements complètement stupides. Alors aujourd'hui que Jacqueline Bousquet a disparu, qui va être l'ambassadeur justement de ces théories ? Il y a quand même quelques personnes qui pensent comme elle et qui vont rapporter tous ces propos, et elle a formé quand même des quantités de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle, on est très nombreux à penser. En France même en France, mais on ne le dit pas, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont totalement d'accord avec ces idées, mais s'ils osent le dire, ils risquent de perdre leur citation. Elle a eu des quantités d'ennuis avec le CNRS, Jacqueline. Le CNRS, finalement, c'est pas scientifique, alors, parce que la science, c'est pour faire avancer les choses, c'est pour former des découvreurs. Oh, c'est ce qu'on croit. Normalement. Je ne crois pas que ce soit vrai, je crois que la science telle qu'elle est là, qui n'a plus de conscience, parce qu'il y a plein de scientifiques qui sont dans la conscience et qui n'ont qu'une idée, c'est d'essayer d'éclairer l'humanité. Mais la plupart des gens